industrielle. Mais désormais, peut-on faire ça à ce qui peut-être a donné naissance, 2000 ans plus tard, à la Gaule, aux Gaulois? Gergovie n'est pas loin et Obélix pourrait bien se fâcher. Le projet d'indemnisation par une taxe spéciale sur les assurances en faveur des transfusés contaminés par le sida. Ce projet gouvernemental qui devait être discuté lundi à l'Assemblée s'est heurté à un véritable front du refus. Les associations de donneurs de sang, les assureurs, les écologistes et l'opposition RPR-UDF ont demandé que l'État répare lui-même cette faute en prélevant des sommes nécessaires dans son propre budget. Ce qui est nouveau, c'est que le groupe socialiste unanime s'est opposé lui aussi ce matin au projet du gouvernement de prélèvement sur les assurances. Nous en reparlerons dans un instant avec le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean Auroux. En fin d'après-midi, Édith Cresson s'est dite prête à modifier ce projet après concertation avec les intéressés. Sur place à l'Assemblée, Roland Sicard. Il y a décidément un fil de coupé entre le gouvernement et les socialistes. Il y avait déjà eu l'affaire du mode de scrutin, il y a failli y avoir celle de l'indemnisation des hémophiles. Le gouvernement avait décidé de taxer les titulaires de contrats d'assurance, le groupe socialiste ne voulait pas en entendre parler. Nous considérons que l'approche en termes de recettes, de financement, n'est pas nécessaire et la méthode qui est proposée n'est pas bonne. Nous le disons amicalement, très amicalement même, mais aussi fermement. La solidarité nationale doit jouer, mais peut-être pas par un impôt supplémentaire. Ce que les Français veulent, je crois, c'est qu'on indemnise correctement, mais qu'on ne crée pas un impôt pour cela. Les socialistes qui demandent au gouvernement de revoir sa copie, il y a bien de la fronde dans l'air. Conséquence, la droite s'amuse. Ce que réclame le groupe PS, c'est justement ce qu'elle avait exigé. Je dis que ça prouve que les socialistes ne sont pas totalement sourds et qu'il arrive un jour où ils finissent par entendre les hurlements de l'opinion publique qui étaient excédés par les propositions faites par le gouvernement. Une situation suffisamment sérieuse pour qu'Édith Cresson décide de monter elle-même au créneau. Conférence au sommet avec Jean-Louis Bianco, le ministre chargé du dossier, et Jean Auroux, le président du groupe socialiste. Résultat, les assurés seront finalement épargnés, ce sont les compagnies d'assurance qui devront payer. L'État, lui aussi, prendra sa part, il fera pour cela des économies sur le budget de 1992. La journée a été chaude, mais la guerre de l'indemnisation n'aura pas lieu. Voilà, Jean Auroux, merci d'être présent. Vous venez donc de négocier avec Jean-Louis Bianco et Édith Cresson. Vous pouvez nous rappeler très précisément qui va financer ce fonds d'indemnisation? Tout d'abord, je voudrais dire que il n'y a pas de guerre entre le gouvernement et le groupe socialiste. Nous cherchons à faire de bonnes lois dans le calme, mais aussi dans le débat et la négociation. Alors, nous ne souhaitons pas perdre de temps. Nous souhaitons que les familles et les victimes soient respectées, ce qui aurait pu poser problème si tout le monde avait contesté le mode de financement. Et puis, nous avons donc décidé, en accord avec le gouvernement, que le financement serait fait d'une part par une contribution qu'on demanderait aux compagnies d'assurance, telle que c'était prévu au départ. Dans le premier projet, c'était de demander aux compagnies d'assurance, aux assurances et non pas aux assurés. Il y a eu un glissement qui, effectivement, a été remis en cause. Et d'autre part, nous pensons que l'État peut, ici ou là, faire un certain nombre d'économies qui permettront de financer dans de bonnes conditions. Je tiens à dire par ailleurs que, en ce qui concerne le calendrier, c'est bien lundi que nous allons en débattre et les délais pour être indemnisés, pour instruire les dossiers, ne sera pas changé. Nous allons donc faire vite, bien et dans le respect des familles et des victimes. Pour être tout à fait clair, cette fameuse taxe spécifique sur les assurances est supprimée. Voilà, il y aura donc il n'y aura plus de cette taxe et sur les fameuses polices d'assurance, eh bien on n'en parle plus. Alors vous dites qu'il n'y a pas de guerre avec le gouvernement, utilisant un autre mot, en tout cas il y a grogne sur cette affaire comme sur d'autres. Parlons par exemple de la réforme du mode de scrutin sur laquelle les Français ne comprennent plus rien et sur laquelle on sait que le Parti Socialiste lui-même est très divisé. Où en est-on exactement? Écoutez, en tant que représentant du groupe socialiste, je tiens à vous dire que ce n'est pas la priorité de nos travaux. Nous allons, dans les jours qui viennent, voter un certain nombre de lois, notamment sur le plan social, lundi. Nous allons parler de cette indemnisation. Nous allons parler aussi de la pré-retraite des agriculteurs et d'autres dispositifs aussi de solidarité. Le débat sur donc le débat passionne sur vos amis socialistes tout de même. Écoutez, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui sont passionnées par la réforme du mode de scrutin. C'est une vraie question démocratique, réelle, mais je pense que ce n'est pas la priorité des jours qui viennent. Et à chaque jour suffit sa peine. Pour nous, pour le groupe socialiste, nous avons plus urgent à faire. Est-ce que le revirement de Mme Cresson sur l'affaire des indemnisations est un échec pour elle? Non, je ne crois pas que c'est un échec. C'est une démonstration claire qu'il y a une démocratie vivante, que nous écoutons ce que nous disent les citoyens dans nos circonscriptions,
que nous discutons avec les autres groupes parlementaires et que nous discutons avec le gouvernement. Alors ne nous plaignons pas qu'on revalorise d'une certaine manière le rôle du Parlement et qu'on aboutisse à de bonnes lois, c'est ce que souhaitent les Français finalement. Ça n'est pas une façon pour vous de vous démarquer du gouvernement de Mme Cresson qui n'est pas très populaire. On ne se démarque pas du gouvernement lorsque on contribue à faire de bonnes lois, à la fois par la contribution du ministre qui fait le projet et du député et qui apporte ses amendements. Là, c'est ce que nous avons fait, c'est peut-être un peu plus substantiel cette fois-ci, mais c'est une bonne démarche démocratique. Merci Jean Roux de ces précisions, merci Rachid Arable. Nous allons passer maintenant à la suite de l'actualité avec cette mobilisation de l'enseignement catholique breton contre l'attitude des pouvoirs publics. 4 rassemblements étaient organisés en fin d'après-midi à Rennes, à Vannes, à Quimper et à Saint-Brieuc. Les griefs de tous ces manifestants sont nombreux. Ils vont du retard de paiement des subventions à l'inégalité des statuts des enseignants. Reportage tout de suite de notre correspondant à Rennes, Jacques Deveau, image Gabriel Camilla. Nous sommes au centre de formation pédagogique de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine, l'équivalent de l'école normale pour l'enseignement public. Ici également, 2 années de formation après le DEUG sont nécessaires pour devenir instituteur. Instituteur et non professeur d'école, un statut qui n'est pas reconnu pour le corps enseignant du privé. Autre particularité et non des moindres, la formation, contrairement au secteur public, n'est pas rémunérée. On ne perçoit pas d'allocation, on n'a aucun droit pour nos études, et donc financièrement on est obligé de recourir à des prêts bancaires, donc qui posent de toute façon des problèmes pour la suite, il faudra bien les rembourser. On est tous très contents d'être ici, on l'a choisi, le milieu relationnel est très riche, nous avons un espace de formation communautaire qui plaît à chacun et qui a attiré tous ceux qui sont ici. Et on espère donc être reconnus comme nos collègues de l'enseignement public et en sortant d'ici avoir le même statut qu'eux. Les griefs ne se limitent pas à la formation. L'école catholique revendique en fait une égalité de traitement, ainsi que les collectivités locales puissent financer au-delà de 10% les investissements immobiliers. Car faute de moyens, les écoles urbaines sont rares, d'où une certaine chute des effectifs. Nous avons en Bretagne l'impression qu'on veut nous mettre sous les ténoirs, qu'on ne veut pas nous donner les évolutions nécessaires et qui sont, à notre avis, contractuelles. Nous sommes associés à l'État par contrat depuis la loi 1959. Ces contrats ont précisé un certain nombre de liaisons entre l'État et l'enseignement catholique. Ces liens ne sont plus adaptés maintenant compte tenu de l'évolution du système éducatif. En fait, l'enseignement catholique réclame un véritable partenariat qui va au-delà du financement. Il souhaite que l'État reconnaisse sa force de proposition, que l'on cesse de voir une France scolaire coupée en 2. Nous avons diffusé hier soir dans ce journal une enquête sur les violences qui continuent dans un certain nombre de lycées de banlieue. Les enseignants concernés ont demandé rendez-vous à Matignon demain pour exprimer leurs doléances au Premier ministre. En attendant, ils ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat. Reportage Chantal Kimerlin et Jean-Louis Bousser. Il s'agissait d'un élève qui avait injecté dans la bouteille de Vitel de ce professeur le contenu d'une bombe de gaz lacrymogène. Une directrice d'école qui a été agressée à coups de poing, à coups de pied par une mère d'élève dans son bureau et qui a été sérieusement blessée. Et parmi d'autres agressions, jets de pierre, coups de couteau, de revolver, cheveux arrachés, bras cassés. Des violences causant quelquefois des handicaps à vie. Le défenseur des enseignants avoue consacrer 80% de son temps au dossier enseignant agressé, soit un nouveau cas par jour. Ce qu'on veut, c'est obtenir réparation du préjudice moral, essentiellement. Même s'il s'accompagne d'un préjudice physique, c'est ce préjudice personnel qui est important, l'atteinte portée à la dignité, à la fonction, à l'autorité de l'enseignant. Les tribunaux sont d'ailleurs de plus en plus sévères dans ces affaires. Pour le moment, seule la justice peut répondre au problème. De son côté, le recteur de Créteil, M. Banlieue, chargé du problème des hommes difficiles en France, avoue l'augmentation des agressions contre les profs et estime qu'il y a urgence. L'urgence, certainement. Incontestablement, dans un certain nombre d'établissements, il ne faut pas non plus dramatiser, nous vivons en ce moment des situations difficiles. Ceci étant, on peut apporter quelques éléments de réponse précis. Qui sont, je crois, d'une part, augmenter le nombre d'adultes dans les établissements. Ça, c'est certainement une bonne réponse. Une deuxième bonne réponse, et je crois, de savoir former les gens, je dirais, à ce type de difficultés.
Troisième bonne réponse, je crois valoriser le travail qui est fait. En clair, c'est encore une histoire d'argent et de moyens. C'est pour cela que les enseignants demandent à être reçus demain par Edith Cresson, le Premier ministre. Proposition choc de Robert Pandreau, l'ancien ministre RPR de la Sécurité, demande le rétablissement des bataillons disciplinaires, la recréation des célèbres BATDAF et la réouverture des chantiers de jeunesse. Proposition faite à l'occasion de la conférence organisée par les responsables de l'opposition sur la sécurité en Ile-de-France, un thème éminemment sensible à 3 mois des élections régionales. Reportage Olivier Lerner et Claude Varnier. Starsky et Hutch sont de retour à l'écran. Les années ont passé, mais la sécurité, ou plutôt l'insécurité, c'est toujours le domaine réservé de Charles Pasqua et Robert Pandreau. Pour lutter contre l'immigration clandestine, la toxicomanie ou encore la violence urbaine, les bonnes vieilles recettes du passé ne manquent pas. Je crois, bien que le mot ne soit pas très porteur, mais on peut toujours trouver des synonymes, que pour ces jeunes, il faut recréer les BATDAF, des bataillons disciplinaires, pour que pendant 1 an ou 2, ils puissent être astreints à une discipline prodigieuse ou à des chantiers de jeunesse rénovés, mais ce n'est que dans cette mesure où nous arriverons à assainir les cités. Starsky et Hutch n'y vont pas par 4 chemins. Ils établissent un lien direct entre immigration clandestine et insécurité, mais jurent ne pas subir d'influence en désignant les coupables de la sorte. En ce qui concerne la politique de l'immigration, en ce qui concerne la politique de la nationalité, en ce qui concerne la politique d'aide au développement, nous disposons de nos propres propositions et nous n'avons pas à nous déterminer par rapport à ce que disent les autres, qu'ils soient d'extrême droite ou qu'ils soient de gauche. S'ils reviennent en prime time, ou si vous préférez, s'ils reviennent au pouvoir, Starsky et Hutch s'appliqueront à ne pas se laisser mordre. Autrement dit, ils se montreront fermes. Ancien député communiste, Étienne Fajon vient de mourir à l'âge de 85 ans. Membre du comité central du PC depuis 1932, il a été membre du bureau politique pendant 30 ans, entre 45 et 75. Cet ancien instituteur a également été un moment directeur de l'Humanité. L'actuel patron de l'UMA, Roland Leroy, qui a des problèmes de santé, va recevoir le renfort de Pierre Zarka, alors que Maxime Grémetz abandonne les responsabilités des relations extérieures du PC. Avec Bruno Roger-Petit, le point sur ce mouvement de chaise musicale à la direction du PC. On s'en sera fait des mamours devant les caméras. Bien sûr, chacun sait que les 2 protagonistes, Georges Marchais et Roland Leroy, ne s'apprécient guère. Mais chacun comprend qu'ils tentent d'afficher une certaine complicité comme pour atténuer l'annonce d'un retrait. Car Roland Leroy ne sera plus le seul maître de la destinée de l'Humanité et de l'Humanité dimanche. Changement fondamental dans les hiérarchies du parti qui donne l'occasion à Georges Marchais de procéder à son réaménagement. Pierre Zarka, ici à gauche à l'UMA, Maxime Grémetz, ici à droite, devient le responsable de l'organisation du parti. Pas de quoi bouleverser, en tout cas, la vision que la direction du PC offre à Charles Fitterman et aux refondateurs. Pour tous les contestataires, Philippe Herzog compris, cette tournette signifie tout simplement que Georges Marchais reste plus que jamais le maître de l'appareil. Zarka, Grémetz, mais aussi Wurtz ou Lajoigny, tous portent, parfois supportent le numéro 1, les fidèles sont aux commandes. Au bout du compte, la manœuvre de Georges Marchais risque d'apparaître comme une diversion. Il change tout mais il ne change rien. C'est peut-être ce qu'on appelle l'illusion communiste. Peux-je maintenant vous confier mon profond découragement, voire mon abattement, comme disent les agents du fisc, alors qu'Henri, Philippe, Hervé, Daniel et moi-même, nous vous parlons chaque jour, midi et soir, du prochain sommet de Maastricht. Un sondage IFOP, publié aujourd'hui par Le Parisien, nous apprend en effet que ce nom n'évoque rien pour 3 Français sur 4. Il est même 2% de Français qui pensent que se discute à Maastricht la question de la paix entre Israël et les pays arabes. C'est dans cette petite ville des Pays-Bas que devrait être signé la semaine prochaine un traité tout à fait capital pour l'avenir de l'Europe des 12, traité qui prévoit notamment le passage irréversible à une monnaie commune, l'écu. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'écu sans jamais oser le demander avec Gérard Leclerc. Comme hier, les anciennes pièces de 10 francs, avec l'union monétaire, ce sont tous les billets de banque qu'il faudra envoyer au pilon. Pour tous les achats, les paiements, les transactions, le franc français n'aura plus cours, pas plus que le mark, la lire ou le florin. Toutes les devises seront remplacées par des pièces, des billets
ou des chèques en écus devenus la monnaie européenne dans les 12 pays de la communauté. La bonne vieille Banque de France aura laissé la place à une banque centrale européenne pour gérer un écu profitable à tous. Aujourd'hui, toutes les entreprises commercent à l'échelle de l'Europe. Avoir une seule monnaie, ça simplifie la vie et ça abaisse les coûts. Tous les Français, ou beaucoup de Français, voyagent à l'échelle de l'Europe. Avoir une seule monnaie européenne, ça fait beaucoup d'économies sur les commissions de change qui sont prises chaque fois qu'on va en Espagne ou en Italie. Les ministres des 12, sauf la Grande-Bretagne, ont décidé de rendre irréversible ce processus avec 2 échéances possibles. Une décision prise dès la fin de décembre 1996 si l'unanimité se fait entre les 12 et si les économies y sont prêtes, ou bien 2 ans plus tard, un vote à la majorité simple mais s'appliquant à tous. D'ici là, les 12 devront avoir reproché leurs performances économiques. Si la France et le Luxembourg sont déjà dans la norme, il n'en va pas de même pour les autres. La Grèce et le Portugal devront réduire fortement leur inflation. L'Italie, son déficit budgétaire qui représente 10% de son PIB. La Belgique et l'Irlande, leur endettement beaucoup trop lourd. Encore bien des efforts en perspective pour les Européens, sans compter les réticences, voire l'hostilité des Britanniques, les seuls à avoir soumis leur accord à un vote favorable de leur Parlement. L'écu, initiale de European Currency Unit, en français Unité monétaire européenne, vaut au jour d'aujourd'hui 6 francs 96 centimes très précisément. La municipalité de Douai et les commerçants de cette ville ont décidé d'organiser une semaine européenne de l'écu, une expérience lancée à l'occasion du Téléthon, mais qui restera dans les annales. Reportage Maryse Manot et Michel Genoulatos. À Douai, ils partent comme des petits pains, par paquet de 10 à 7 francs pièce. Et c'est à la poste qu'on vient acheter ces écus. Pour quelle raison vous achetez des écus, monsieur? Parce qu'on en avance sur... ça va se faire par la suite, je suppose. Non? Avec le marché européen. C'est de l'ordre, je dirais, du rêve et c'est encore loin de devenir réalité. La municipalité a au moins 6 ans d'avance sur l'Union monétaire européenne. Mais si les commerçants de la ville ont accepté pendant une semaine d'être payés un écu, c'est d'abord pour le Téléthon. 2 croissants. Ça fera 7,40. Alors 7 francs, tu me donnes 2 écus, ça fait 14 francs. Je vais te rendre en monnaie courante. Ça me coûte 50 centimes par écu. C'est-à-dire, c'est pour l'œuvre, pour le Téléthon. Les commerçants ont jusqu'au 14 décembre pour se faire rembourser l'écu 6 francs 50 la pièce. 50 centimes de moins que le prix de vente, la différence allant au Téléthon. Autant de bénéfices que d'écus fabriqués. Nous en avons frappé 25 000. Et espérons qu'ils seront tous vendus. S'ils ne sont pas vendus, nous avons un accord avec la mairie pour les reprendre et les refondre. Pour l'écu européen, le vrai, la refonte ne sera pas possible. Parmi les innombrables conséquences de l'ouverture du grand marché européen le 1er janvier 1993, l'inquiétude, voire la colère des transitaires de douane qui bloqueront vendredi la frontière franco-belge et qui ont paralysé aujourd'hui pendant environ 6 heures l'accès au tunnel du Mont-Blanc. Reportage Claude Régent, Rémi Révelin. Dans un an, le 1er janvier 1993, ce centre de transit international n'existera plus. Chaque jour, sur cette plateforme, sont accomplies des formalités aujourd'hui indispensables, demain inutiles. Cet après-midi encore, ces employés d'une société de commissionnaires en douane jonglent avec les taux de TVA, jouent le rôle d'intermédiaire entre les douanes et les transporteurs. Dans un an, sur ce site, 110 emplois vont disparaître pour cause d'ouverture des frontières. Qu'est-ce que vous allez devenir? On ne sait pas. Pourquoi qu'on manifeste, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Les barrages routiers mis en place par les commissionnaires des douanes ont bloqué les accès au tunnel du Mont-Blanc une grande partie de la journée. Cette action est le signe d'une inquiétude partagée sur toutes les frontières françaises. Les professionnels veulent obtenir des garanties. Du côté patronal, c'est pour obtenir du gouvernement que nous soient données les règles du jeu, pour que le gouvernement négocie avec nous pour l'élaboration d'un plan de reconversion, d'un plan de pré-retraite, de défiscalisation d'indemnités, etc., pour gérer au mieux le problème social qui va se poser dans les entreprises. 15 000 personnes en France verront leur emploi supprimé. 320 millions d'habitants en Europe, c'est certain que la balance ne pourra pas pencher de notre côté. On sait que 93 est inéluctable. Réalistes, les commissionnaires ne joueront pas les Don Quichotte contre le grand moulin européen, mais ils exigent formation et reclassement. Demain,
Blocage prévu à Modane, en Savoie. Vendredi, difficulté sur la frontière belge. C'est une décision qui va encore accroître le ressentiment de Jacques Calvet envers les eurocrates de Bruxelles. La Commission européenne a en effet interdit à Peugeot de refuser les ventes à un importateur parallèle. Un problème non négligeable lorsque l'on sait que cela concerne un total chaque année de 10 à 30 000 voitures françaises. Précision avec Nicolas Jacobs. Régulièrement, des poids lourds comme celui-ci arrivent à Rouen. Ils livrent des voitures en majorité françaises, mais achetées en Belgique, Hollande ou Luxembourg. Dès leur arrivée, les Renault, Peugeot ou Citroën sont dédouanés, adaptés aux normes françaises et vérifiés par les services des mines. Tous ces véhicules sont importés par la société Écosystème pour le compte de clients français. Ces acheteurs réalisent entre 7 et 14% d'économies, profitant des prix plus bas pratiqués par les constructeurs français sur certains marchés étrangers en raison de la concurrence japonaise. Sur les marchés étrangers où il n'y a pas de constructeurs nationaux, à ce moment-là, la concurrence est beaucoup plus vive, les Japonais sont libres. Quelques chiffres, 22% de pénétration japonaise dans le Benelux, 15% en Allemagne, plus de 40% dans certains pays de la communauté. Bon, il est bien évident que cette concurrence japonaise se traduit obligatoirement par des prix qui sont tirés vers le bas. Alors, je vais vous donner les 3 modèles en même temps. La particularité de cette société, elle n'est pas distributeur automobile, mais uniquement mandataire, simple intermédiaire entre des clients français et des fournisseurs, c'est-à-dire des concessionnaires étrangers. Une astuce qui n'est pas du goût de Peugeot, qui voit là une concurrence anormale, les mandataires n'ayant pas à assurer les charges de garantie et d'entretien des véhicules. Il y a quelques mois, la firme de Sochaux avait demandé à ses concessionnaires du Benelux de ne plus fournir de véhicules à ses importateurs parallèles. Une interdiction qu'interdit aujourd'hui la Commission de Bruxelles. L'Europe reconnaît l'activité des mandataires et menace. Peugeot a 2 mois pour se conformer à cette décision, faute de quoi la Commission lui retirera l'autorisation d'entretenir au Benelux ses propres réseaux de vente. Paname met la clé sous la porte, c'est la confirmation de ce que nous vous annoncions il y a quelques semaines. La compagnie américaine pionnière du transport aérien a annoncé officiellement aujourd'hui la cessation de ses activités. La compagnie concurrente Delta Airlines ayant finalement renoncé à apporter les 840 millions de francs de capitaux frais qui auraient permis à Paname de continuer à opérer sous un statut de compagnie régionale. Le dernier otage américain détenu à Beyrouth, Terry Anderson, a enfin pu quitter la capitale libanaise, mais jusqu'au bout, les nerfs de ce journaliste de 44 ans auront été mis à rude épreuve. Après avoir passé plus de 6 ans et demi aux mains du djihad islamique, son arrivée à Damas a en effet été retardée, semble-t-il, pour de simples questions météo, en raison de la neige sur la route qui relie Beyrouth à la capitale syrienne. Il devrait arriver vers 21h heure française à Damas. Dans une toute dernière cassette, Terry Anderson a tiré la philosophie de cette triste affaire. Patricia Coste. Avant ma libération, dit Terry Anderson, dans une cassette parvenue aujourd'hui, laissez-moi vous lire un texte écrit par mes ravisseurs. Il faut que les prisonniers détenus par Israël soient libérés et surtout, Sheikh Obeid. Le jeune mollah, formé dans les écoles théologiques de Qom en Iran, est un chef intégriste libanais. Son élargissement, qui devrait avoir lieu après la libération d'Anderson, devrait satisfaire la principale exigence des ravisseurs et clore l'affaire des otages. Pourrait suivre ensuite la libération de 2 Allemands, Heinrich Strebig et Thomas Kempner, enlevés en échange des frères Amadé, des Libanais accusés d'avoir détourné un avion de la TWA. Tous les signaux provenant du principal commanditaire, l'Iran, vont dans le même sens. Il faut tourner la page. Mais le mot de la fin revient à Terry Anderson, qui, avec une inhabituelle liberté de ton, conclut « J'espère que cette tactique ne sera plus jamais utilisée, mais que les raisons de cet épisode trouble seront montrées et éliminées. » Le dernier otage occidental, un Italien, Alberto Molinari, est probablement décédé. Rendez-vous manqué à Washington pour la reprise des négociations entre Israéliens et Arabes. Toutes les délégations des pays arabes avaient répondu à la convocation des Américains au département d'État au jour fixé par les Américains ce mercredi 4 décembre. Mais les Israéliens, mécontents d'avoir été mis devant le fait accompli, traînent les pieds. Jérusalem a annoncé hier qu'une partie seulement de sa délégation arriverait à Washington en fin de semaine. Réaction du chef de la délégation palestinienne, c'est déplorable, les Israéliens mettent en danger le processus de paix lui-même. Le département d'État américain se déclare déçu. Conséquence spectaculaire du programme de désarmement nucléaire annoncé il y a 2 mois par le président George Bush. Pour la première fois, un missile intercontinental Minuteman
a été retiré de son silo afin d'être désactivé. Explication François Cornet. Tout un symbole dans ce matin glacial de décembre 91 sur cette base du Dakota du Sud. Les militaires dégagent les rails de glissement du Minuteman II pour le charger sur une remorque, direction la casse. D'une puissance de plus d'1 mégatonne, 100 fois la bombe d'Hiroshima, cette arme stratégique aurait pu porter son feu nucléaire à 11 300 km de sa base de lancement. Le grand ménage du désarmement, commencé avec la réduction et la destruction d'une partie des armes soviétiques et américaines de moyenne et courte portée, se poursuit donc conformément au programme annoncé en septembre dernier par George Bush. La mise au rencard aujourd'hui de ce monstre de l'apocalypse qu'est le Minuteman et que les Américains possèdent à 450 exemplaires marque une nouvelle étape dans l'après-guerre froide présentée par les grandes puissances comme historique pour la paix du monde. Nous n'en sommes pas encore à l'option zéro, mais ces postes de tir souterrains ont pourtant déjà des allures d'un autre âge. Le missile intercontinental, désactivé aujourd'hui, fait partie d'un ensemble de 300 armes stratégiques sur cette base du Dakota et dans celle du Montana ou du Missouri qui devraient être démantelées au cours des prochaines années. Suite du procès des fausses factures du Sud-Est devant le tribunal correctionnel de Paris, avec aujourd'hui les justifications du patron d'Urba Graco, Gérard Monat, qui a expliqué au tribunal la différence entre l'influence et le trafic d'influence. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Didier Rancoeur. Est-ce que vous pensez avoir convaincu le tribunal ce matin? Comment? Est-ce que vous pensez avoir convaincu le tribunal? J'en sais rien, c'est à eux qu'il faut leur demander. Est-ce que le premier secrétaire du Parti Socialiste était au courant? J'ai répondu au tribunal de... Gérard Monat n'en dira pas plus. On attendait un grand déballage, une grande sortie du PDG d'Urba qui en 90 avait dit « Je ne veux pas payer les pots cassés seuls ». Sa déposition se résume à un cours didactique. Comment Urba est passé en 20 ans de l'ère du bricolage à l'organisation. Comme Joseph Delcroix, Monat a pris des notes. Il a consigné ses propos sur des fiches afin de ne pas en dire plus que le souhaitable. Nous ne sommes pas une pompe à fric, il n'y a rien d'occulte, mais les cotisations ne suffisent pas. Nous ne donnions jamais d'argent aux partis, nous réglions des factures qui correspondaient à des prestations réelles. Pas question d'évoquer non plus ceux qui étaient en aval, les politiques. Seul aveu, le PS était notre actionnaire moral. Là où certains ont vu raquette, Monat évoque commerce. Dans l'obtention des marchés, dit-il, il y avait de l'influence, mais pas de trafic d'influence. Urba a été liquidé, Monat est à la retraite, je suis un pestiféré, disait-il en 90, Monat part seul, demain au moins il croisera Antoine Godino. Avant d'en venir au tennis, je voudrais simplement saluer la patience d'un soviétique habitant en Samara qui n'a pas hésité à faire 2 semaines de queue pour s'offrir une bouteille de vodka. Petite précision, cet homme voulait ainsi arroser son 100e anniversaire. Beaucoup moins patient, Henri Lecomte est de retour sur les cours moins de 4 jours après ses exploits lyonnais. Lecomte a facilement passé le premier tour du tournoi d'Anvers. Commentaire Francis Marotto. Ce week-end, tout le monde a salué le retour d'Henri Lecomte. Mais alors, que dire des retours d'Henri, service compris, contre Marc Rosset hier soir? Henri, sur sa lancée de Coupe Davis, souvenir. J'ai eu la chance de très bien jouer d'entrée dès le premier jeu et le public, j'ai voulu faire voir au public que j'étais là et j'ai utilisé le public aussi parce que c'est ma mentalité, c'est mon caractère de pouvoir jouer avec le public quand je le sens, de pouvoir leur faire passer un message et je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi. Le compte est bon et les chiffres le prouvent. 6-1 et bientôt 5-4 face à Rosset. Pourtant, combien de galères avant de revoir le jour? Je suis beaucoup plus fragile que tous les autres joueurs. Le problème, c'est ça. Avant tout, c'est que quand on a eu des opérations, on veut aller trop vite. On veut revenir plus vite. Et c'est là qu'on a des problèmes. Donc il faut prendre son temps, se donner à 100%, même à 200%, et pour pouvoir être prêt pendant une semaine, pendant 15 jours. Là, j'ai pu prouver que j'étais prêt pendant 2 ou 3 jours. Maintenant, il faut que je travaille encore plus pour être prêt à long terme. Prêt pour encore très longtemps, pour lui et pour les siens. Cela, Yannick Noah l'avait compris, d'où le dessin qu'il avait demandé au fils de Lecomte. C'est fabuleux quand vous avez votre enfant qui vous fait un mot, un dessin, et vous dit mon papa, tu gagnes la coupe, je t'aime et tu me la donnes. Et d'ailleurs, je lui ai donné parce que c'est pour lui, c'est à lui. J'ai gagné pour lui, j'ai gagné pour tous les gens qui m'ont aidé, pour mes copains, pour les personnes qui m'ont vraiment aidé à sortir de ce trou. Et j'en suis pas encore vraiment sorti parce que maintenant je veux encore jouer encore des années et des années.
Dans notre série Quand on est bon, pourquoi ne pas le dire, j'ai le plaisir de vous signaler que le Festival international du scoop et du journalisme, qui se déroule actuellement à Angers, a décerné 2 prix à Antenne 2. Le prix du document scientifique pour le reportage de Jocelyne Saab, Fécondation in vitro, diffusé dans Envoyé spécial en mai dernier, et le prix politique événement pour le reportage Jourdain pour quelques gouttes de plus de Dan Loustalot et Michel Trailer, diffusé dans le magazine Résistance en novembre. Antenne 2 également à l'honneur grâce à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui a décerné son prix de l'humour à nos stars maison, les Inconnus, qui ont squatté le top du top 50 tout l'été avec Auteuil, Neuilly, Passy. Le trio n'a pas manqué d'associer le 4e mousquetaire, le producteur Paul Lederman, à leur succès. On disait toujours, ce qui nous importe, c'est pas d'être connu, mais c'est de travailler. Ensuite, on s'était dit, ce qui nous importe, c'est pas d'être récompensé, mais c'est de faire de la qualité. Et en fait, on se rend compte que c'est en faisant de la qualité qu'on est récompensé. Autre lauréat 91 de la SACEM, Véronique Sanson et Didier Barbelivien pour la chanson, Didier Lockwood pour le jazz, Georges Prêtre pour la musique française d'aujourd'hui et Claude Roy pour la poésie. Avec Véronique Gallion, un rappel des principales informations développées dans cette édition de 20h. Non à la contribution des assurés pour indemniser les transfusés contaminés par le sida, les députés socialistes ont dit non au projet du gouvernement Cresson. Le groupe socialiste parle de responsabilité de l'État et propose donc de ponctionner le budget pour ces indemnisations. Édith Cresson se disait ce soir prête à modifier son projet. État et compagnie d'assurance pourraient payer. Terry Anderson est attendu par sa famille à Damas. Il est libre. En ce moment même, le journaliste américain serait en route pour la capitale syrienne. Il devrait y arriver dans la soirée, dans l'heure qui vient. Terry Anderson était le doyen des otages occidentaux au Liban. Il a passé plus de 6 ans en captivité. L'école libre de Bretagne en ébullition. Ce soir, des milliers de personnes sont rassemblées à Vannes, Saint-Brieuc, Quimper et Rennes pour demander davantage de moyens au ministre de l'Éducation nationale. En Bretagne, les écoles catholiques attirent plus de 40% de la population scolaire. Ces réunions, si elles ne sont pas écoutées, pourraient être le prélude à un printemps chaud. Tout de suite, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain. Pierrette vous propose de croire aux chances du 16, du 15, du 8, du 12, du 11, du 10, du 14 et de l'As. À propos d'As, je vous rappelle 22h25, sauf qui veut, le magazine d'Antenne 2 consacré à l'environnement, présenté par Henri Sagnier, notre As, avec un thème éminemment public ce soir, la France poubelle de l'Europe. Notre beau pays importe en effet des déchets d'Allemagne ou des Pays-Bas, alors que nous avons les plus grandes difficultés à gérer nos propres ordures ménagères, environ 20 millions de tonnes. Vous verrez tout cela donc à partir de 22h25 en compagnie d'Henri Sagnier. Pas de tomates, mozzarella, Antenne 2 et FR3 ont décidé de clôturer l'année Mozart en consacrant une partie de cette nuit à un programme non-stop, Ève Ruggieri, La Flûte enchantée, et de très larges extraits de tous les chefs-d'œuvre composés par ce cher Wolfgang Amadeus. Nous sommes en retard, dans quelques secondes, la météo de Sophie Davant. Excellente soirée, merci. Ce soir, je vous retrouve dans Sauf qui veut, qui est le nouveau magazine de l'environnement et du cadre de vie sur Antenne 2. Nous parlerons des déchets ménagers et d'une France qui se transforme peu à peu en poubelle de l'Europe. Il existe bien des solutions, mais elles se heurtent malheureusement aux difficultés économiques. Alors faut-il pour autant baisser les bras et continuer d'accepter les déchets étrangers, notamment ceux de l'Allemagne? Faut-il augmenter les impôts locaux au nom de l'environnement pour créer notamment des usines d'incinération? Réponse dans Sauf qui veut. Henri Sagnier, Sauf qui veut, ce soir 22h25 sur Antenne 2. Le nouveau bloc cuvette Harpic, grâce à sa forme aquafluide, capte parfaitement le flux d'eau pour mieux nettoyer et parfumer à chaque fois vos toilettes. Nouveau bloc cuvette Harpic. Harpic, bienvenue aux toilettes. Aujourd'hui, il y a mieux que votre huile habituelle.
Voici Isio 4, une huile qui associe les qualités de 4 graines complémentaires pour vous aider à vous maintenir en pleine forme. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rythme, avec Isio 4, vous rendez tous les jours service à votre corps. Isio 4, merci pour tout. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. Quand vous devrez continuer votre chemin sans votre Opel Vectra, vous regretterez que la route ne soit pas un peu plus longue. Opel Vectra, vous trouverez la route trop courte. Opel, faites-vous une idée neuve? La laine est fragile. Elle vit. Lavage après lavage. Elle souffre. Elle s'essouffle. Parce que la vie de la laine ne tient qu'à un fil. La nouvelle formule de Woolly Plaine à la kératine respecte et préserve chaque fibre. Woolly. Saint-Florigny, c'est léger et c'est bon. Oh, que je sois malé dans la si tu livres. Saint-Florigny, ça c'est quelque chose. Monsieur le directeur, Rémi Vincent, service marketing. Je tenais à vous faire part d'une étude que j'ai effectuée sur notre dernier projet. Je suis convaincu qu'il faut être les premiers sur le marché. Les chiffres le prouvent. Sans concurrence, nous vendrons plus, et si notre produit sort le premier, nous avons 3 mois avant que la concurrence en propose un égal. Intéressant. Dites-moi, Rémi, je peux vous appeler Rémi. Vous, en tant que consommateur, vous préférez acheter le premier produit qui sort ou le meilleur? Schneider, avant d'être les premiers, nous cherchons à être les meilleurs. La nouvelle eau de toilette pour hommes de Bourgeois. Ah, si j'étais son âme. Elle qui sait si bien me régaler avec Gourmet. Gourmet, le menu 3 étoiles. Une petite baisse de forme, savez-vous avec quoi ça se traite? Avec la Roscorbine, comme ça. La Roscorbine, vitamine C, un petit geste pour la grande forme. Ceci est un médicament. Loulou? Vous n'avez pas vu Loulou? 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 C'est moi. Loulou, de Cacharel. Quand le parfum se fait caresse. Aujourd'hui, on peut espérer vivre 20 ans de plus qu'il y a un siècle. Les progrès de notre alimentation y ont contribué. Tiens, papa. Demain, grâce à la recherche, notre alimentation pourra devenir notre première médecine. On aura plus de chances de s'apercevoir que le petit dernier ressemble à son arrière-grand-père. Bonjour, papa. Papa. Danone a créé l'Institut Danone et a doublé en 5 ans ses dépenses consacrées à la recherche. Monsieur, bonjour. Si vous habitez sur la moitié nord, vous avez une petite chance d'entrevoir le soleil demain en cours de journée. C'est nouveau, ça vient de sortir, vous avez été patient. Le responsable, c'est un vent de nord à nord-est qui va assécher un petit peu la masse d'air et dissiper cette grisaille qui était tenace depuis plusieurs jours. Autant on emporte donc ce petit vent de nord-est. Merci Dominique Léridon, Image Satellite, pour l'explication. Que se passe-t-il?
Eh bien, l'anticyclone qui résidait depuis quelque temps sur les pays de l'Est a changé de position. Il est venu s'installer sur les pays scandinaves. On va se rapprocher de la France pour voir qu'il engendre donc des masses d'air qui reviennent sur la France dans un flux de nord à nord-est. Alors, c'est cette limite d'air froid et un petit peu plus sec qui va demain pousser les nuages, les dissiper, notamment près de la frontière belge et près de la frontière allemande. Cette grisaille devrait donc s'estomper un petit peu sur ces régions. Aujourd'hui, vous constatez qu'elle était encore très présente, notamment sur les régions situées au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. Alors, il faudra quand même